Nous allons passer au prochain point à notre programme. Et j'ai pu comprendre à quel point cette pratique est importante. Et Dr. Hannah, si vous pourriez allumer votre caméra. Bonjour, bienvenue. C'est excellent que vous soyez là. Je suis vraiment ravi que vous allez faire cette présentation. Et je suis certaine que vous allez expliquer tous les avantages des soins palliatifs. On entend le terme soins palliatifs et c'est pour certains aidants et patients une source de panique. Ça ne veut dire qu'une chose. Mais à Cancer du Rein Canada, nous avons appris que le terme veut dire de nombreuses choses. Ça veut dire parfois des soins en fin de vie, mais aussi d'autres choses. Donc je vais vous présenter et ensuite je vais vous passer la parole. Dr. Hannon est diplômé de l'Université College Cork en Irlande. Et vous allez entendre son accent. Elle a suivi une formation de surspécialité en médecine palliative au Collège royal des médecins d'Irlande et puis elle s'est installée à Toronto pour effectuer une bourse de recherche clinique au Princess Margaret Cancer Centre. Depuis 2019, elle est responsable du site pour les soins palliatifs au PMCC et est responsable de la recherche pour les divisions de médecine palliative au département de médecine et de soins palliatifs du département de médecine familiale et communautaire. Ses recherches portent sur les soins palliatifs intégrés précoces pour les patients atteints de cancer avancé, le dépistage des symptômes et les interventions des aidants. Donc, j'attends avec impatience votre présence et je vous passe la parole et ensuite il y aura des questions. Merci Christine de cette excellente présentation. Je vais partager ma présentation. J'espère que vous voyez mon écran. C'est vraiment un honneur d'être là. Merci Christine, merci de m'avoir invité à faire cette présentation dans le contexte de cette activité. Je suis honoré d'être là et j'espère que nous allons pouvoir parler de quelques mythes qui existent au niveau des soins palliatifs. J'ai pu assister à la présentation de Karen et en fait, sa présentation était pour moi très pertinente étant donné que je travaille avec des patients et des aidants et il y aura peut-être un certain chevauchement entre ce qu'a dit Karen et ma présentation. Et c'est vraiment pour moi une source d'inspiration. Au cours de ma présentation, je vais vous présenter une définition mise à jour de soins palliatifs dont peut-être vous n'êtes pas au courant. Je vais décrire la façon dont les soins palliatifs peuvent s'ajouter aux soins oncologiques et je vais vous expliquer la manière par laquelle ces soins palliatifs peuvent soutenir les familles et les aidants aussi. Donc, comme Christine l'a dit, le terme palliatif peut nous faire peur et à toutes sortes et souvent associé à la fin de vie. C'est très utile d'expliquer ce que veut dire le mot. Beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire le mot palliatif. Et en fait, ça vient du mot latin pallium qui veut dire cacher. Et ça n'a rien à voir avec la mort ou la fin de vie selon la définition originale. Et c'est devenu associé à une maladie avancée en raison du fait qu'on cache quelque chose. Et autrefois, on essayait de cacher les symptômes. Nous n'étions pas en mesure d'offrir un traitement curatif. L'OMS définit les soins palliatifs et j'ai souligné les parties importantes en tant qu'une approche qui améliore la qualité de vie de patients et de familles qui font face à une maladie grave en empêchant et en atténuant la souffrance, en faisant l'identification précoce, en faisant une bonne évaluation et en traitant la douleur ou autre problème qui soit psychosocial ou spirituel. Et donc, ce que nous avons souligné, c'est ce que je veux que vous reteniez. On parle de la qualité de vie des patients. Le cancer a un impact non seulement sur le patient, mais aussi sur la famille. Et
j'utilise une définition très large de famille. Ça comprend les amis et les proches. Nous ne voulons pas attendre la survenue des symptômes, mais on les prévient en aidant les familles et les patients très tôt dans leur parcours. C'est pas uniquement une question de douleur physique, les dimensions spirituelles, physiques et sociales sont toutes interreliées. Donc c'est pas possible de suivre une approche qui ne tient pas compte de l'ensemble de ces facteurs. Donc, pourquoi c'est important dans le domaine du cancer du rein? Pas mal de patients atteints de cancer du rein ont des symptômes physiques, la douleur, n'ont pas envie à manger, se sont fatigués. Et à part ces symptômes physiques, on voit très souvent des dépressions, de l'anxiété. Je travaille avec pas mal d'oncologues et de spécialistes rénaux, et ce sont parmi les personnes les plus intelligentes et pleines de compassion que j'ai jamais rencontrées. Donc, ils font un excellent travail en s'occupant de leurs patients, mais vous savez très bien que parfois, ces rendez-vous sont très courts, les médecins ont très peu de ressources, et parfois, on sous-estime les symptômes ou on n'a pas le temps de poser des questions au sujet de tous les symptômes. Parfois, ils n'ont pas l'expertise pour gérer certains symptômes, notamment les symptômes affectifs. Et comme ça a été déjà mentionné, les options de traitement sont devenues plus nombreuses, mais les spécialistes ont beaucoup d'apprentissage à faire pour garder le rythme des traitements. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils puissent toujours comprendre tous les symptômes de tous les patients. Si les symptômes ne sont pas traités, cela entraîne une mauvaise qualité de vie qui a tout un impact sur les aidants. Notre objectif, c'est toujours d'améliorer ou de maintenir la qualité de vie des patients pour qu'ils puissent continuer leur traitement et optimiser leur qualité de vie. À gauche, vous voyez une définition dépassée des soins palliatifs, c'est-à-dire faire des choses en fin de vie lorsque la personne est alitée et dépend des autres et ne peut pas faire grand-chose pour soi-même. Et malheureusement, c'est vers la fin de la mort. Et c'était comme ça que les soins palliatifs ont été prodigués pendant des siècles. Mais je vais maintenant vous montrer une autre dimension des soins palliatifs. C'est permettre à nos patients d'avoir une bonne qualité de vie en améliorant leurs symptômes affectifs et physiques, en leur permettant d'avoir plus de temps avec leur famille et leurs proches et en leur offrant de nouveaux traitements. Et comme vous voyez à l'image, en fait, c'est beaucoup plus que vous avez pensé. Donc voici une autre image. En haut, c'est le modèle traditionnel des soins palliatifs. À gauche, on reçoit son diagnostic de cancer, on commence son traitement avec son oncologue, avec son chirurgien, et à certains moments, le traitement cesse, et puis on est renvoyé à l'équipe des soins palliatifs pour gérer les symptômes et pour améliorer la qualité de vie. Mais nous savons que les patients ont une mauvaise qualité de vie bien plus tôt dans leur parcours, même dès le moment du diagnostic, les symptômes peuvent être très graves. Peut-être qu'il y a des préoccupations affectives très sérieuses. Donc, il est devenu clair que ce n'était pas raisonnable ou approprié d'attendre la fin du traitement. Et maintenant, il y a plus de traitements disponibles pour le cancer du rein, et donc c'est difficile de comprendre le moment où le traitement cesse et où commencent les soins palliatifs. Donc, la version plus moderne, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran. Donc, il y a le diagnostic. Et pour un cancer avancé, peut-être on est renvoyé tout de suite à l'équipe des soins palliatifs. Le rôle est minime au début, mais au fil du temps, peut-être le rôle de cette équipe devient plus important et à un certain moment prend le contrôle. Mais ça se fait avec l'oncologie ensemble pour que vous ayez la meilleure équipe possible qui s'occupe de vous. Je vais vous maintenant parler de quelques recherches et je sais que vous connaissez ce qui se passe déjà dans le domaine de la recherche, mais je vais essayer de bien expliquer la recherche. Depuis 2009,
nous avons commencé à avoir beaucoup de recherches selon laquelle les soins palliatifs précoces qui s'ajoutent aux soins oncologiques étaient supérieurs à des soins oncologiques sans soins palliatifs. Et je vais vous parler de quelques études pertinentes. La première étude porte sur les patients atteints d'un cancer du poumon. Donc, c'est une étude américaine des patients avec un diagnostic récent de cancer des poumons. Et cette équipe de recherche les a divisés en deux groupes. Un groupe a vu l'oncologue, comme d'habitude, l'oncologue s'occuper de leurs soins, mais l'autre groupe avait des soins palliatifs et une équipe d'oncologie. Donc, les deux équipes ensemble. Et un suivi a été fait pendant 3 mois et à la fin, on a comparé les résultats entre les deux groupes. Le message à retenir, les patients qui ont eu des soins palliatifs et des soins d'oncologie avaient une meilleure qualité de vie, avaient moins d'anxiété et moins de dépression. Et la meilleure chose, c'est que ces patients vivaient plus longtemps comparé aux patients qui n'ont eu que les services d'oncologie. Et c'était vraiment quelque chose qui minait cette idée que les soins palliatifs étaient utiles uniquement en fin de vie. Et on avait l'impression que les spécialistes en soins palliatifs n'avaient pas vraiment de rôle actif à jouer. Mais à gauche, vous voyez la différence entre la survie des deux groupes en rouge. Ceux qui ont eu des soins palliatifs en rouge, ce sont des patients qui n'ont eu que des soins de l'oncologue. Et sans aucune statistique, vous voyez qu'il y a tout un écart entre les deux lignes. Et c'est pertinent sur le plan statistique. Donc, ce n'est pas par hasard. Il a été très clair que les patients qui avaient reçu une intervention de soins palliatifs ont vécu bien plus longtemps. Donc, les patients qui ont eu des soins palliatifs, et c'est en 2009, donc les choses ont évolué depuis lors. Donc, les patients qui ont eu des soins palliatifs ont vécu 11,6 mois en moyenne plus longtemps comparé à 8,9 mois pour les patients qui n'ont pas eu de soins palliatifs. Donc, c'est plusieurs mois plus longtemps. Donc, ça a été vraiment excellent de pouvoir dire que oui, nous avons un rôle important à jouer. Et les oncologues ont commencé à se pencher sur l'utilité des soins palliatifs. En même temps, à Toronto, notre équipe faisait une étude sur les soins palliatifs chez des patients avec un cancer avancé. La première étude portait sur les patients avec un cancer du poumon, mais nous voulions étudier toutes sortes de patients. Donc, on avait des patients avec des cancers du poumon, du sein, gastro-intestinal, génito-urinaire et des cancers gynécologiques. Et on a étudié quelques 500 patients au cours de cette étude. À gauche, il y a des tableaux qui vous montrent que les patients de notre étude qui ont eu des soins palliatifs ainsi que les soins de l'oncologue avaient une meilleure qualité de vie, une meilleure satisfaction avec les soins et une meilleure capacité de contrôler leurs symptômes. C'est ce que vous voyez à gauche avec les tableaux. Donc, on avait des patients avec plusieurs types de cancers, donc nous n'avons pas pu en faire le suivi. En 2009, un cancer du poumon était très différent par rapport à aujourd'hui, donc l'étude a été assez courte. Et quelques-uns des patients que nous étions allés vivre pendant plusieurs années. Donc pour faire publier cette étude, on n'a pas pu comparer l'espérance de vie entre les deux groupes, mais néanmoins, il y a eu des améliorations générales en qualité de vie, en satisfaction avec les soins et en contrôle des symptômes. Et nous sommes tous d'accord que ces résultats sont très importants. Donc, la prochaine question, l'équipe des soins palliatifs fait quoi pour améliorer les résultats des patients? Quelques-unes des questions qui ont été posées, peut-être ce n'est pas quelque chose qui est unique pour les soins palliatifs. Que pouvons-nous faire pour soutenir les patients? Nous avons donc interviewé les patients qui ont participé à l'étude. Donc, vous êtes venus à la clinique, vous avez vu l'équipe des soins palliatifs. Donc, quelles ont été les choses positives, les choses négatives? Comment est-ce que cela se compare à l'oncologie? Et 4 choses ont été identifiées.
des choses qui les ont beaucoup aidés. D'abord, l'équipe des soins palliatifs a fourni une gestion de symptômes personnalisée et en temps opportun. Et je vais vous montrer quelques citations des aidants des patients. Autrement dit, le patient avait l'impression que l'équipe avait toute une série d'options à leur offrir, pas un seul médicament pour contrôler les symptômes. L'équipe arrive à fournir les bons médicaments qui reflètent ma situation particulière. Numéro 2, l'approche était plus holistique. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'étudier l'imagerie médicale et ensuite dresser un plan. En fait, on a évalué la totalité de la personne ainsi que leur famille, qui n'était pas souvent fait durant d'autres rendez-vous. Pas mal de patients et aidants ont reçu d'autres suggestions sur la prise de décision. Parfois, durant les rendez-vous, c'était difficile de poser ces questions ou on a eu une question après le rendez-vous. Et donc, comme nous ne prenions pas de décision sur le traitement, nous pouvions quand même les aider à digérer les informations qu'ils ont reçues. Numéro 4, les familles et les patients avaient l'impression que l'équipe leur a permis d'avoir des discussions très franches sur l'avenir et ils avaient l'impression qu'ils étaient plus prêts pour ce qui allait se produire à l'avenir. Voici quelques citations des patients et des aidants. Ils s'expriment très bien, donc lisons quelques-unes de ces citations ensemble. Et c'est basé sur les 4 catégories que j'ai partagées avec vous lors de la dernière diapo. Donc, je crois que le médecin de soins palliatifs était très ouvert par rapport à sa capacité de m'entendre parler de mes symptômes. Il s'intéressait à mon bien-être général, pas uniquement sur le plan physique, mais aussi sur le plan des émotions. Et disant que je n'ai pas participé à l'étude, l'oncologue ne serait pas au courant de ma situation. Parfois, mon époux vient à mes rendez-vous, mais il n'est pas toujours là, car il n'est pas toujours obligé de le faire. Mais est-ce qu'il saurait que j'ai quelqu'un pour s'occuper de moi? Est-ce qu'il saurait si j'avais besoin d'argent, d'accès au transport? Donc, l'aidant était plus impliqué et donc arrivait à mieux comprendre leur situation particulière. La troisième citation, moi, je suis la personne qui subit le traitement, donc je dois comprendre ce qui se passe avec moi, mais c'est important pour ma famille aussi, car ce sont mes aidants. Ils doivent savoir comment me gérer et ça les aide sur le plan des émotions pour s'apprêter à ce qui pourrait se produire à l'avenir. Ils connaissent ce qui se passe à l'hôpital et ce sont mes enfants et ils peuvent accéder au service de counseling. La prochaine personne a dit, c'est comme un filet de sécurité, aller à la clinique des soins palliatifs. Donc si j'ai des symptômes, je peux les appeler. C'est vraiment comme avoir un filet de sécurité et l'autre personne a parlé de la même idée de filet de sécurité. La personne a dit, j'aime bien être informé par rapport à ce qui m'arrive. J'aime bien comprendre les choses. Et lorsque l'oncologue est pressé, j'ai toujours d'autres questions à poser. Donc, c'est toujours excellent d'avoir une autre personne à consulter. La dernière citation, quand vous avez ce diagnostic, ça ne va pas changer. Et avec le diagnostic, c'est bien d'avoir un rapport avec et pourquoi présenter quelqu'un en fin de vie? Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma famille. C'est bien de rencontrer les gens lorsqu'on est en santé. Et puis, lorsque plus de soins sont nécessaires vers la fin, vous me connaissez déjà. Donc, cette personne était vraiment était vraiment passionnée et voulait que l'équipe qui s'occupe de lui le connaisse au départ, afin de pouvoir honorer ses souhaits au cours de son traitement. Donc, la question inévitable, est-ce que mon oncologue ne peut pas faire cela? Est-ce que les autres spécialistes ne pourraient pas être formés pour faire toutes ces choses, pour mieux évaluer les symptômes? Et pas mal de ces professionnels sont vraiment des experts dans ce domaine. Mais nous avons posé cette question aux patients qui nous ont dit très clairement qu'il y avait des différences entre les soins fournis par l'équipe des soins palliatifs comparés aux oncologues.
dans deux domaines. D'abord, le type de soins. En oncologie, c'était une question du cancer et de son traitement, mais à la clinique des soins palliatifs, c'était une question de l'ensemble des patients. Et deuxièmement, le modèle des soins, donc la façon de structurer les rendez-vous. Pas mal de patients ont dit que leur rendez-vous d'oncologie était très court et très structuré. Il y avait un programme très clair établi par l'équipe que, disent-elles, les imageries médicales, vous faites quel traitement, il faut faire quoi pour passer au prochain traitement. Mais à la clinique des soins palliatifs, c'était un peu plus relax. On avait la capacité d'influencer l'ordre du jour et les rendez-vous étaient un peu plus longs. Les deux sources de soins sont nécessaires pour fournir des soins holistiques aux patients et à leurs familles. Donc, je voulais vous montrer quelques autres citations des patients à ce sujet. Donc, la première personne a dit, la responsabilité de l'oncologue, c'est d'expliquer la maladie, de ce qui se passe au niveau de la maladie dans mon corps. Désolé. Et c'est la responsabilité des autres de s'occuper du côté psychologique. Et c'est ce qu'il fait, et c'est une bonne chose, car c'est un oncologue. Donc, personne ne critiquait les oncologues, c'était juste une comparaison entre les deux. Et donc, les soins palliatifs ne devraient pas être la responsabilité de mon oncologue. C'est la responsabilité du médecin en soins palliatifs, et il le fait très bien. La deuxième personne, je les vois comme étant différents. Mon oncologue, c'est la personne qui choisit la façon de procéder. Il dit, voici les tests, voici mon expertise, et cela montre que nous devrions faire telle ou telle chose, et il y aura des effets secondaires. Mais le médecin en soins palliatifs, son rôle, c'est comprendre ce que fait ce traitement. Ça, si vous vivez cela, voici la façon de le prévenir. C'est aussi une autre personne pour vous écouter d'un point de vue holistique. Donc, les deux personnes sont nécessaires et les deux sont très bénéfiques. L'autre personne, le médecin de soins palliatifs examine la personne qui, par hasard, a une maladie, mais l'oncologue n'a évalué que la maladie. Et moi, j'ai la malchance d'avoir cette maladie, mais ça ne me définit pas. Les oncologues sont des scientifiques et ils s'intéressent à la façon de prévoir un traitement curatif. C'est ça leur formation et leur emploi. Mais avec une maladie qui va vous tuer, c'est bien d'avoir de la franchise, de l'empathie, de la compassion. Et c'est ce que j'ai reçu de l'équipe de soins palliatifs. Et la dernière citation, de mon point de vue, les médecins en soins palliatifs arrivent à mieux comprendre le fait que oui, il y a plus de symptômes, il y a plus de drogue. Mais si on ne travaille qu'avec les oncologues, c'est de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et donc finalement, ici, la dernière partie de cette étude consistait à demander aux patients qui avaient reçu des soins palliatifs si leur idée ou leur compréhension de, des soins avait changé au cours des rencontres avec l'équipe. Et tout le monde pensait que leur perspective avait changé. On se dit pour l'un d'entre eux que les soins palliatifs interviennent à la fin, mais en fait, ça n'est pas le cas. Maintenant, je me sens plus fort et plus autonome dans ma capacité à faire des choix. Et l'autre personne dit oui, effectivement, il s'agit de gérer des symptômes pendant tout le processus. Ce n'est pas seulement en phase terminale. Donc, là-dessus, nous voulions identifier les patients qui avaient le plus de besoins pour nous assurer que ces patients puissent avoir accès aux soins palliatifs. Bien sûr, nous voudrions voir tous les patients à tous les stades de la maladie, mais nous voulons nous assurer que les patients en pratique avec les plus forts besoins nous soient référés en premier. Donc, pour ceux d'entre vous qui vous rendez dans des centres de soins en Ontario, mais aussi dans d'autres provinces au pays, vous avez un, un formulaire à remplir sur vos symptômes à chaque fois que vous venez rencontrer votre oncologue. Nous avons décidé d'utiliser ces fiches avec les scores en matière de symptômes
pour déterminer les profils avec les symptômes les plus forts. Nous avons commencé cela en 2019. Bien sûr, comme vous le savez, ensuite, la COVID-19 a frappé. Donc, nous avons dû mettre fin à l'étude prématurément avant de pouvoir terminer. Nous avions 70 participants environ avant de devoir arrêter. Ça nous a montré que nous pouvions euh, euh, diriger les patients qui avaient rempli donc ces formulaires et qui avaient des résultats élevés vers l'équipe de soins palliatifs. Si les patients étaient d'accord, à ce moment-là, nous commencions le traitement et ils rapportaient une meilleure qualité de vie, un meilleur contrôle des symptômes et une meilleure satisfaction des soins qu'ils recevaient. Les taux de dépression et d'anxiété étaient plus bas. Une étude aussi des États-Unis a essayé de s'assurer que les patients au plus fort besoin viennent participer à des soins palliatifs dans les temps. Donc, l'étude a comparé deux groupes, un groupe qui avait vu l'équipe de soins palliatifs au début et euh, un autre groupe qui rencontrait l'équipe chaque mois de façon euh, routinière. Si le cancer euh, progressait, il devait commencer une nouvelle ligne de traitement, puis ensuite, il serait référé à l'équipe de soins palliatifs après. Ça a mené en fait à moins de visites au service de soins palliatifs qui étaient liées à certains stades clés dans la maladie. Donc, ça a été une amélioration de la qualité de vie pour les patients. Nous devons nous demander quels sont les points à cibler et les points clés aussi en matière de soins palliatifs. Bien sûr, si nous voyons moins de patients moins souvent, ça permet de se mettre à la bonne échelle là-dessus. Aussi, en résultat de la pandémie, nous avons commencé à explorer l'idée des soins virtuels. Bien sûr, en Ontario, et maintenant, ça nous paraît presque étrange. Avant, il n'y avait pas de visite ou de une consultation virtuelle qui était disponible pour les patients avant la pandémie. Nous avons décidé d'offrir cette option, euh, que ce soit par le biais de vidéos ou d'appels téléphoniques. Et nous avons demandé aux patients ce qu'ils en pensaient, quelles étaient leurs préférences pour continuer sur ce type de soins ou bien pour d'autres euh, pour des consultations en personne à la place. Et, plus de personnes, en résultat, préféraient un modèle flexible. Seulement peu de patients voulaient revenir à un modèle entièrement en personne. La plupart ont préféré avoir un modèle mixte en personne et en virtuel avec les deux options. Pour les premières visites, c'était plus facile de procéder en personne pour s'orienter un petit peu dans la clinique et puis pour construire de la confiance et un rapport avec l'équipe. Et d'un autre côté, bien sûr, les visites virtuelles sont plus faciles sur plusieurs aspects. Vous n'avez pas à vous lever à l'aube pour vous rendre au centre-ville et puis devoir trouver un stationnement cher, euh, prévoir votre journée entière, ça peut être très, très fatigant. Et bien sûr, c'est plus facile également aussi pour les patients qui dépendent de membres de leur famille pour les amener aux visites. Alors voilà ce que les parents nous ont dit, les patients nous ont dit. Pour le premier rendez-vous, il était important de rencontrer le médecin en personne pour avoir une séance vraiment en tête-à-tête et comprendre les services qui étaient proposés.
s'il fallait un examen en personne des suite à un nouveau symptôme qui serait apparu ou autre, ça s'était fait en personne aussi. Et lorsqu'il y avait une bonne stabilité, ou lorsque les choses se passaient bien, le traitement suivait son cours, les patients aimaient bien avoir l'option de- d'avoir une consultation virtuelle pour plus de flexibilité. Dans le même temps, nos collègues aux États-Unis montrent qu'une consultation en soins palliatifs virtuels était tout aussi bénéfique pour le patient qu'en personne, tant que nous étions capables d'aider les patients de la même façon. Ici, la Société américaine d'oncologie clinique, qui est l'une des organisations internationales et qui dirige les soins en matière de cancer, ont publié un guide sur les services de soins palliatifs dédiés, ainsi qu'une version mise à jour plus tôt cette année. Il y a quelques années aussi, mes collègues à Princess Margaret ont développé ici cette petite bande dessinée pour essayer euh, de, clarifier et éliminer certains mythes concernant les soins palliatifs. Donc, la personne ici en haut représente une référence plus traditionnelle aux formes de soins palliatifs. Donc, la personne apprend de son traitement. Quelques mois plus tard, ils reçoivent de mauvaises nouvelles et, et ensuite, ils se retrouvent dans la pluie, puis le médecin euh, arrive et leur donne un parapluie. Par contre, en bas, le médecin leur remet le parapluie plus tôt pour dire, voilà, vous aurez l'outil dont vous avez besoin en prévention sous la main en option pour pouvoir ensuite l'utiliser lorsque vous en avez besoin, si le besoin se présente. Comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, l'Organisation mondiale de la santé a une définition des soins palliatifs qui fait spécifiquement référence aux familles, aux patients et à leurs familles. Et là, bien sûr, nous parlons de qualité de vie euh, en matière de qualité de vie pour les patients et leurs familles. Donc, encore une fois, ici, nous parlons d'assistance avec des tâches physiques, émotionnelles et sociales qui sont assez exigeantes. Nous savons que les aidants sont la colonne vertébrale du système de santé canadien et pourtant leurs besoins sont rarement reconnus euh, et ils ne sont pas placés au centre de la vie clinique en hôpital à tous les jours. Et donc, dans le cas de l'étude que j'ai mentionnée plus tôt, concernant la qualité de vie dans les soins palliatifs, ce n'est pas seulement les patients qui trouvaient que euh, leur situation s'était améliorée, c'était aussi pour les aidants. Donc, nous avons interrogé ces aidants. Nous voulions savoir comment le fait de savoir participer à une clinique de soins palliatifs pour leurs proches avait affecté leur qualité de vie. Donc voilà un petit peu le thème général qu'on nous a rapporté lorsque un proche, une personne que vous aimez se retrouve avec un diagnostic de cancer avancé, tout d'un coup, votre vie, au moins pour un temps, se retrouve complètement tournée vers leur santé et leur bien-être. Nous nous avons créé ici 5 catégories. D'abord, l'impact de la maladie est
le, le, rôle des dents. Euh, Ensuite, tous ces rôles qui évoluent, bien sûr, sans formation ou sans préparation préalable, c'est très soudain. Et il y a euh, des émotions qui ressortent aussi du fait d'avoir un proche atteint d'une grave maladie et on se retrouve en mode administratif, en pilote automatique et c'est difficile d'être émotionnel. Et quelqu'un dit aussi, je crois que je, euh, je suis en deuil, en fait, car cette personne n'est plus la même personne, notre vie n'est plus la même, notre relation a changé. Et c'est ce qui change lorsque votre proche reçoit un diagnostic de cancer et donc c'est euh, le deuil et chagrin par anticipation dont parlait Karen plus tôt. Donc, ces thèmes étaient très communs chez les patients qui euh, avaient reçu des soins palliatifs et aussi ceux qui n'avaient pas reçu de soins palliatifs. Mais nous avons eu des différences au sein des deux dernières catégories. Euh, D'abord, les aidants qui n'avaient pas eu de contact avec l'équipe de soins palliatifs ne voulaient pas vraiment se rendre là, ne voulaient pas parler du sujet. Je ne veux pas euh, tâcher ma vie actuelle en réfléchissant à la fin. Euh, je crois que c'est cela. Je préfère un petit peu d'ignorance délibérée. L'autre personne dit que j'ai de l'espoir, mais qu'il y a cette partie de moi qui espère toujours qu'on va pouvoir vaincre le cancer. Donc, ce mélange d'espoir, mais aussi de se demander ce à quoi l'avenir va ressembler. Et enfin, dernier domaine où nous avons vu des différences entre ceux qui recevaient des soins palliatifs et ceux qui ne recevaient pas de soins palliatifs, c'était sur le fait de gérer sa résilience ou sa force personnelle. La personne qui n'a pas reçu, euh, la personne dont les aidants n'ont pas reçu de soins palliatifs dit qu'est-ce que je vais faire si quelque chose lui arrive? Je ne serai pas en mesure de prendre soin de lui parce que je ne sais pas comment l'hôpital va pouvoir m'y aider. Je ne sais pas vers qui me tourner et je n'ai pas de soutien. Euh, Dans le deuxième cas, par contre, il y a des ressources nécessaires et euh, la personne dit, je sais que l'équipe de soins palliatifs est disponible si j'ai besoin de l'appeler. Donc, dans le même temps, à Princess Margaret, vous le savez peut-être, nous avons ouvert notre première clinique dédiée aux aidants en 2017. Ça a été initié par ma collègue Renate Nassim, qui est incroyable, euh, psychologue clinique. Elle offre un soutien euh, individuel aux patients et aux aidants plutôt qui aident des patients. Et ce centre est devenu un très bon noyau au cours des dernières années pour l'appui aux aidants et aussi euh, pour reconnaître l'importance du rôle des aidants. Donc, lorsque les patients se rendent à l'hôpital, comme on l'a dit plus tôt, ils remplissent des formulaires, mais Renate et moi-même nous sommes demandé si nous pouvions lancer quelque chose de similaire pour les aidants. Donc, lorsqu'un aidant, une aidante arrive, la personne remplit ses, euh, une liste de symptômes sur un, un formulaire d'évaluation de la détresse et nous attribuons ensuite des scores aux symptômes qui ont été indiqués et puis nous pouvons diriger la personne, référer la personne
vers le service qui va pouvoir l'aider le plus. Ça peut être des soins spirituels, ça peut être un renvoi à notre clinique euh, pour appuyer les aidants ou autres. Nous voyons ici les lignes un peu plus claires. Voici ce que les aidants nous ont dit euh, qu'ils avaient besoin la première fois qu'ils ont rempli le questionnaire. Ensuite, euh, l'infirmière de service les aidait à trouver les ressources dont ils avaient besoin. Jusqu'à 70%, ici en bas, des aidants ont dit qu'ils ne savaient pas ce à quoi s'attendre à l'avenir et aussi qu'ils avaient du mal à gérer leurs propres émotions et leurs angoisses et que c'est difficile d'apporter un soutien émotionnel et spirituel à son proche ou sa proche. Certains ont dit aussi qu'ils ressentaient un besoin de s'éloigner de leur rôle d'aidant, qu'ils avaient besoin d'aide dans leur rôle. Et vous voyez que progressivement, ces lignes ici se retrouvent remplacées par des lignes un peu plus foncées. Donc, nous voyons que les choses avancent dans la bonne direction. Nous essayons maintenant de construire un programme pour appuyer ces approches au centre euh, de l'unité de cancer plus généralement. Ce qu'on nous a dit, c'est que ça avait été euh, euh, très utile. Euh, Certains nous ont dit que euh, on ne leur avait jamais donné l'occasion de poser leurs questions ou bien d'exposer leurs préoccupations ou leurs émotions. Quelqu'un dit, par exemple, ça m'a donné l'occasion d'exprimer mes préoccupations, mais aussi l'opportunité euh, de reconnaître que ça n'était pas quelque chose de déraisonnable. Ça m'a donné la force de continuer à m'exprimer. Et, et j'ai contacté l'infirmière qui avait préparé, fait le relais de cette information. C'était utile car, comme quelqu'un dit ici, les médecins n'étaient pas forcément au courant de ces problèmes et les infirmières et oncologues ont ensuite pu apporter du soutien. Nous voyons que petit à petit, il y a plus d'attention qui est portée aux besoins des aidants, spécifiquement dans les cas de cancer. Nous avons pu écrire un éditorial pour le journal d'oncologie clinique sur cette question et il y a eu aussi beaucoup d'autres articles très pertinents qui commencent à reconnaître que les aidants sont vraiment un aspect clé dans le processus de soins. Donc, euh, que prévoyons-nous pour la suite? Nous continuons à développer des ressources et des outils pour nous aider à faire circuler l'information. Et bien sûr, la séance d'aujourd'hui en est un très bon exemple pour faire passer le mot. Nous continuons aussi à nous demander comment nous pouvons utiliser notre système d'évaluation des symptômes dans les cliniques d'oncologie pour donner lieu à des renvois automatiques en clinique de soins palliatifs. Nous avons décidé aussi d'augmenter l'échelle de notre étude dédiée aux aidants et de développer plus de centres d'appui euh, au sein des centres de cancer. Alors, quel est le bon moment pour rencontrer l'équipe de soins palliatifs? Ça dépend des patients et des familles et de leurs besoins. Souvent, je demande comment les patients ou les aidants ont entendu parler de nous.
certains me disent qu'ils ont entendu parler de ce programme et que quelqu'un leur a donné nos informations, ou peut-être que quelqu'un dans l'unité de chimiothérapie de jour leur en a parlé. Bien sûr, j'ai beaucoup de chance dans l'endroit où je travaille à Princess Margaret que notre équipe est très très bonne, mais ce n'est pas toujours l'expérience pour euh, les gens qui ont recours aux soins palliatifs. Parfois, dans certains centres, les oncologues ne réfèrent les gens aux soins palliatifs que si la situation est très compliquée. Et ça dépend donc de différents facteurs ici. Et- et parfois, on nous fait des renvois beaucoup plus tôt. Donc voilà, ici, mon point final. Euh, les soins palliatifs ne sont peut-être pas ce que vous pensez. De concert avec votre équipe d'oncologie, ça pourrait vous aider à vous sentir mieux pour vous et pour vos proches maintenant et à l'avenir et de penser à demander à votre équipe d'oncologie si un renvoi aux soins palliatifs pourrait s'appliquer à vous. Alors, merci pour votre attention et je me réjouis de prendre vos questions. Je crois que je reviens à l'écran. Très bien. Merci beaucoup pour cela. C'est très, très utile. Euh, Il y a eu beaucoup d'informations. Alors, je vois des questions ici dans le clavardage. Est-ce qu'un patient devrait être référé à un, un- un spécialiste en soins palliatifs dès le départ? Est-ce qu'un patient devrait demander à l'être? Euh, Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, ou bien est-ce que ça devrait être seulement pour la thérapie systémique comme pour les patients ayant des métastases? Oui, comme on l'a dit, il y a déjà beaucoup d'équipes d'oncologie qui le font. Ça aide à limiter certains des symptômes que vous expérimentez au départ. Si ça se passe bien, et bien, nous pouvons ralentir aussi la fréquence des visites, mais c'est toujours positif que ça nous permet d'apprendre aussi à connaître l'équipe et puis les patients euh, dès le début. Et si ensuite euh, euh, les patients reviennent vers nous plus tard, et il y a déjà un lien qui est formé. Alors, une question peut-être liée. Est-ce que vous avez des soins en matière respiratoire qui est disponible? Est-ce que c'est palliatif ou est-ce que c'est plus social? Oui, nous avons parfois euh, des travailleurs, travailleuses sociales qui travaillent avec nous. Ça peut arriver. Et parfois, ça dépend des besoins des patients. Il peut y avoir, à la suite d'une opération chirurgicale ou d'autres, il peut y avoir besoin de ce type de service. Nous travaillons aussi avec des équipes euh, de communauté, bien sûr, les noms des infirmières communautaires ou de soins à la maison, tous ces termes changent, mais voilà, des services de soutien qui peuvent apporter des soins à domicile ou qui euh, peuvent apporter des soins de soulagement, pas respiratoire, des soins de soulagement. Oui, très bien. Alors, pour les patients qui souffrent d'effets secondaires, euh, des traitements comme les TKI, est-ce qu'ils devraient être vus par l'équipe de soins palliatifs pour aider avec ces effets secondaires? Et comment demander cela dans la clinique? Oui, comme je l'ai dit, certains de nos oncologues sont aussi experts dans la gestion de ce type de symptômes. Donc,
pour beaucoup de patients, euh, ça n'est pas quelque chose qui sera nécessaire. Ils sont déjà en bonne position de gérer ces symptômes. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à lever votre main et dire, j'ai entendu dire que le fait de discuter avec un médecin en soins palliatifs peut être une bonne idée pour m'aider au point de vue de mes symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, les oncologues ne pensent pas forcément à cela tout de suite, mais c'est rare qu'ils vous disent non, bien sûr. Et on va vous dire oui, bien sûr, ce sera un plaisir pour moi de vous référer, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre oncologue ou bien avec une infirmière ou avec euh, une travailleuse sociale ou quelqu'un à la clinique qui pourra vous aider aussi à lancer cette conversation. Quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise de discuter. D'accord. Et donc, est-ce que ça doit se dérouler au sein du centre d'oncologie ou de l'hôpital régional? Est-ce que votre médecin de famille peut vous référer? Oui, alors ça va dépendre de là où vous vous trouvez au pays et du centre que vous fréquentez. Comme je l'ai dit, à Princess Margaret, nous avons beaucoup de ressources et nous euh, prenons des renvois de la part de différents endroits. Bien sûr, la situation peut être différente pour vous si vous êtes dans une communauté plus rurale, par exemple. Les médecins de famille, si vous en avez un, sont aussi très habilités à vous faire un renvoi vers les soins palliatifs. Ils savent très bien à quoi ça correspond. Et sinon, si ce n'est pas la bonne personne à qui vous adressez, eh bien, elle- nous pouvons vous aider à trouver la bonne personne. Donc, oui, et je réfléchis toujours à cela. euh, le- la question des questionnaires, lorsque vous arrivez à l'hôpital, souvent, euh, les patients euh, parlent assez euh, euh, librement, euh, mais ont peur de mettre euh, la mauvaise chose sur le questionnaire. N'ayant peur que ça mène à des conséquences négatives ou que ça donne lieu à d'autres facteurs. Alors, euh, certains manquent peut-être des services, s'aperçoivent qu'ils ont manqué des services à cause de ça. Est-ce qu'ils devraient juste poser la question à leur oncologue ou à leur infirmière? Bon, j'entends souvent cette question. Et l'autre chose que j'entends des patients aidants, c'est que on a l'impression que personne regarde ça. Alors, c'est difficile. J'encourage toujours les patients à être honnêtes. Et je comprends tout à fait ce que vous dites, que si je suis trop honnête, est-ce que ça veut dire que ça va mal ou que je suis pas assez en santé pour avoir du traitement? Et j'espère que je vous ai convaincu avec certains des diapos aujourd'hui que c'est exactement notre rôle. Notre rôle est d'aider les patients à bien s'intégrer. Plusieurs de nos patients vont avoir d'autres traitements ou d'autres essais cliniques, toutes sortes de choses. Et notre rôle, c'est autant de garder les patients en bonne condition pour qu'ils puissent continuer avec le traitement, parce que nous, si vous n'avez pas assez la santé, donc vous soyez honnête ou malhonnêtement être honnête ouvre les portes et vous donne plus de ressources et plus d'occasions pour se sentir bien et d'avoir une santé aussi bonne que possible, aussi longtemps que possible, ce qui est notre but. Alors, j'encourage tout le monde d'être honnête. Bon, si vous n'êtes pas capable d'être honnête parce que vous avez été malhonnête dans le passé ou vous pensez que ça va causer des problèmes, trouvez quelqu'un amical dans votre entourage. Ah, je ne sais pas si j'ai bien rempli ces formulaires-là, mais voici ce que je vis. Et il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Ils vont vous donner de bons conseils et tout le monde veut vous aider. Le problème, lorsque vous mentez, c'est que les gens ne posent pas plus de questions. Si vous dites que tout va bien, bien, ils ne vont pas fouiller. Alors, vous ne vous rendez pas service en mentant à votre médecin. L'honnêteté, pardon, c'est toujours la bonne solution. Bon, oui, il y a tant de choses qui sont difficiles lorsqu'on est dans les affres de la maladie et qu'on se sent mal. On dit, ah, mais ça fera pas de différence, mais ça fait une différence.
Vous, aux soins palliatifs, vous connaissez le contexte. Vous pouvez offrir de l'aide nutritive, comme mieux les aider à gérer leurs symptômes, par exemple, ou même des activités physiques. L'activité physique est si importante dans le cheminement du cancer, mais peut-être que vous n'avez pas la force pour le faire, mais ça peut être adapté. Alors, il suffit de trouver la bonne oreille pour vous donner de bons conseils. Alors, moi, je dois tellement te remercier pour ceci. J'espère que les gens vont vraiment prendre tout ceci à cœur et contacter les services de soutien des soins palliatifs. C'est vraiment si important. Et la chose qui m'impressionne vraiment dans la clinique des aidants que vous avez commencé et l'étude pour des aidants, c'est si nécessaire de nos jours. Et si j'ai bien compris, vous faites aussi des familles, oui, oui, parce que souvent les enfants souffrent beaucoup, mais leurs voix ne sont pas entendues où il n'y a pas de soutien pour les enfants. Alors, félicitations. Félicitations à Princess Margaret et tous les autres hôpitaux, les centres de soins régionaux qui font ceci. Alors, si vous avez des questions pour le docteur Hannon, une fois de plus, on a mis l'adresse électronique dans le clavardage, info à kidneycancercanada.ca. Et Dr. Hannon, oui, on va vous le passer et nous pourrons faire la communication et retourner aux patients les informations dont ils ont besoin. Alors, merci beaucoup, c'était tout un plaisir. Merci. Au revoir.